Salut à tous et à toutes et bienvenue dans votre canal Be in Math. On est encore au gros chapitre continuité limite, théorème des valeurs intermédiaires, fonction réciproque. C'est la troisième partie. Il y en aura d'autres. Au programme de celle-ci, vous aurez un résumé de la partie 1 et de la partie 2. Puis vous aurez la fonction, puis on va entamer la fonction réciproque. La fonction réciproque, on verra sa condition d'existence, on verra sa monotonie, puis son graphe. Enfin, on va résumer cette séance. On va présenter tout ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut retenir pour maîtriser les notions qui vont être présentées dans cette séance. On commence par un rappel du résumé de la première partie. On se rappelle donc, dans la première partie, on s'est rappelé de la continuité et on s'est rappelé aussi sur les opérations sur la continuité. On va savoir la somme, la multiplication par un scalaire, le produit, le quotient, l'inverse et aussi la composition de deux fonctions continues qui reste toujours continue sous certaines conditions. On a vu également les fonctions usuelles qui sont continues sur leur domaine de définition. Dans la deuxième partie, on s'est penché sur l'image d'un segment, c'est-à-dire un intervalle fermé par une fonction continue. Et ça nous donne également un intervalle fermé. On a aussi vu que toute valeur intermédiaire pour une fonction continue sur un segment AB, alors toute valeur intermédiaire entre f de A et f de B est atteinte. C'est le théorème des valeurs intermédiaires, très important. On a vu aussi que les bornes de f de I, bien sûr que f de I, c'est qu'en cas d'une fonction strictement monotone, f de I, c'est un intervalle dont les bornes sont f de A et f de B. Ben, c'est normal. F de A et f de B. Seulement, l'intervalle f de A et f de B, c'est-à-dire l'image, l'intervalle f de I qui a les bornes f de A et f de B, possède sera dans le même nombre, c'est-à-dire l'intervalle f de I sera f de A et f de B si f est décroissante, et sera dans l'ordre inverse, c'est-à-dire f de B, f de A si f est décroissante. On a vu également surtout que si nous avons une borne fermée ou une borne ouverte quelque part, nous avons aussi que f de I aura les images des bornes lorsque c'est fermé. Lorsque c'est fermé, c'est les images des bornes. Et lorsque c'est ouvert, c'est les limites dans les bornes. Voilà ce qu'on a fait donc pour les séances précédentes. On passe maintenant à la séance courante, la séance en cours. Donc, on verra donc la fonction réciproque d'une fonction continue et justement, on aura besoin de ce résultat, c'est-à-dire on aura besoin des images d'un intervalle. Donc, c'est quoi une fonction réciproque? Alors, si f, ou plutôt, quelles sont les conditions de son existence, plutôt, quelle est la condition d'existence d'une fonction réciproque? Alors, si notre fonction f est continue et strictement monotone, il nous faut ces deux conditions. Il nous faut donc ces deux conditions. Il faut qu'elle soit continue et strictement monotone. Si notre fonction répond à ces deux conditions, eh ben, on dira qu'elle admet une fonction réciproque. Et la fonction réciproque, elle est définie sur J, qui est l'image de l'intervalle f de I. Donc, elle est définie sur J. Et elle va vers I. C'est pour ça que ça s'appelle une fonction réciproque. Donc, pour la démonstration de ce théorème, c'est-à-dire de ce théorème d'existence de f-1, il suffit donc de voir que si I est un intervalle de R et f est continu sur I, alors f de I serait donc, f de I qui est égal à J serait aussi un intervalle de R. Et ça, c'est une conséquence qu'on a fait précédemment. C'est la conséquence de ce qu'on a fait précédemment dans la séance 2, dans la partie 2, que l'image d'un segment par une fonction continue est aussi un segment. Ainsi donc, quel que soit y appartenant à J, il va exister x de I tel que y est égal à f de I.
C'est aussi la conséquence de la première version du théorème des valeurs intermédiaires. Alors, si on prend deux fonctions, donc ça c'est pour l'existence. Pour l'unicité, si on prend deux réels, R, qui sont différents, alors soit on aura A supérieur à B, soit on aura A inférieur à B. Et puisque f est strictement monotone, ça ira donc pour f de A et f de B. Soit f de A serait inférieur à f de B, et soit f de A serait supérieur à f de B. Bien sûr, là, lorsqu'on parle de strictement monotone, c'est selon la croissance ou la décroissance, on gardera l'ordre de A et B ou on va l'inverser. Ça dépend. Donc, par suite, il va exister, pour tout y de j, il va exister un élément unique de i, tel que f de x est égal à y. Et donc, f serait une bijection de i sur j. C'est une fonction inversible. Maintenant qu'on sait l'existence, maintenant qu'on connaît la condition d'existence et d'unicité de la fonction réciproque, on connaît l'existence de la fonction réciproque. Maintenant, il nous faut ses propriétés. La première question à se demander, c'est sa monotonie. On sait déjà qu'elle est définie sur j. On sait déjà que la fonction réciproque est définie sur j. Il nous manque alors comment elle se comporte en matière de monotonie. Alors, pour répondre à cette question, f-1 et f ont le même sens de monotonie. Pour le voir, on va calculer le taux de variation entre x1 et x2, deux éléments de i. Et bien sûr, x1 et x2 des éléments de i, donc nous savons qu'ils auront des images y1 et y2 de j. Telles que, donc, y1 serait f de x1, et f de x2 serait y2. Ainsi donc, le taux de variation de f, x1, x2, c'est f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1, qui est égal donc à y. Alors, y2 moins y1 sur f-1 de y2 moins f-1 de y1. Or, ça nous rappelle l'écriture de l'écriture du taux de variation de f-1, sauf qu'ici, il est mis en inverse. Donc ça c'est 1 sur le taux de variation de f-1 entre y1 et y2. y1 et y2 sont des éléments de j. Ainsi donc, ceci, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre donc que le taux de variation de f et le taux de variation de f-1 ont le même signe. Ils ont le même signe. Alors, s'ils ont le même signe, donc f et f-1 auront le même sens de variation. Maintenant, c'est le tour de se demander du graphe. Puisqu'on connaît la monotonie, alors on va se demander le graphe. Est-ce qu'on peut obtenir le graphe f-1, le graphe de f-1, à partir du graphe de f? La réponse est oui. Bien sûr, parce que CF et CF-1 sont symétriques par rapport à la droite y égale x. Alors, pour montrer ceci, il faut qu'on se rappelle la forme analytique, ou plutôt la formule analytique de la symétrie axiale par rapport à y égale x. Pour voir cela, je vous demande de me suivre au tableau. Voilà donc l'axe y égale x. Il est en noir. Je l'ai tracé en noir. Donc en bleu, vous avez votre point xy et en vert, vous avez votre point x', y'. Alors, comme vous pouvez le constater, pour qu'il soit symétrique, vous devez tracer la droite, une droite perpendiculaire qui passe par M et qui est perpendiculaire à l'axe y égale x, à l'axe de symétrie. La distance entre le point M et l'axe de symétrie doit être repris entre M' et l'axe de symétrie. Voilà. Alors, si vous mesurez encore une fois de plus, si vous voyez que vous prenez donc l'abscisse de M, c'est-à-dire voilà l'abscisse de M, c'est exactement 5. Alors, vous trouvez donc que l'abscisse de M, c'est exactement l'ordonnée, l'abscisse de M, c'est exactement l'ordonnée de M', ce qui est Y'. De même, l'ordonnée de M, qui est X',
l'ordonnée de M qui est Y est égale exactement à l'abscisse X', à l'abscisse X' de, de M'. Donc en fait, là, dans cette illustration, vous voyez clairement que pour que M' soit le symétrique de M par rapport à Y égale X, il faut que X' soit égal à Y et Y' soit égal à X. Alors comme vous pouvez le voir, donc voilà, voilà donc la justification, de cette partie, donc voilà donc la justification, pardon, voilà donc la justification pourquoi il faut avoir ceci pour qu'il soit symétrique, pour que les points M, X, Y soient M' et M soient symétriques. Et donc, là, on va se rappeler une autre définition. On va se rappeler une autre définition, c'est que CF, la courbe CF, c'est l'ensemble des points formés par X, F de X. Par les points X, F de X. Bien sûr, avec X appartenant à I. Donc, et CF-1, par la même occasion, CF-1 serait donc l'ensemble des, alors là je vais dire Y pour ne pas faire de confusion, Y, F moins 1 de Y, tel que Y, les Y appartiennent à J, qui est l'image de I. Donc voilà. Alors si Y, alors voilà donc la condition que doit remplir alors un point quelconque, pour appartenir à CF-1, il faut justement que son ordonnée soit l'image par F-1 de son abscisse. Alors si on prend si on prend MXY de CF, alors nous savons que Y est égal à F de X. C'est la condition pour qu'il existe dans CF. Alors Y est égal à F de X, ça veut dire que F-1 de Y est égal à F-1 de F de X. Et donc F-1 de Y est égal à X. C'est-à-dire que alors c'est F-1 est égal à X. Alors ça, et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le point M', dont les coordonnées sont pas X', ça sera donc Y, et pas Y', c'est plutôt X. Alors le point M', qui sont donc, voilà, comme vous pouvez le voir, le X, le voici, et le Y, le voici. Alors le point M', qui a pour coordonnées YX, et qui vérifie la condition F-1 de Y est égal à X, serait donc, il ne peut qu'appartenir à CF-1. Et donc, on a clôturé cette démonstration et on a prouvé que F et F-1 sont symétriques par rapport à l'axe des X. Donc, je reviens. Donc là, il y a une petite observation. Voilà donc à quoi va ressembler. Donc voilà un exemple pour illustrer deux fonctions. Donc, pardon, je vais reprendre mon tableau. Voilà donc une illustration pour voir que deux fonctions inversibles. Voilà, ici nous sommes avec une fonction inversible, f, et son inverse, voilà son graphe est en bleu, et une autre fonction f-1, son graphe est en rouge. Alors, comme vous pouvez le voir, donc, ils sont symétriques par rapport à l'axe y égale x, en noir. Il est en pointillé, en noir. Ligne interrompue en noir. Voilà. Alors là, on observe que ils ont le même comportement dans les limites. Au voisinage ici, bon ici c'est l'infini. Mais en général, le même comportement en limite, ils l'ont. Alors si f tend vers triangle quand x tend vers carré, alors f-1 va tendre vers carré quand x tend vers triangle. Pour comprendre cela, alors je vais illustrer un petit peu en bleu. Voici la région pour laquelle vous avez limite f de x quand x tend vers, dans cet exemple, elle tend vers l'infini. Et c'est égal à l'infini. Ici, donc, votre triangle égale l'infini et votre carré égale aussi l'infini. Bon, justement, c'est peut-être pas le meilleur exemple pour vous prouver ceci, mais si les limites étaient différentes, ça serait la même chose. La même chose reste valable.
Voici en rouge, voici en rouge ici la zone. Alors voici en rouge, ici dans cette région, vous avez votre limite de f-1 de x qui tend vers, quand x tend vers l'infini, elle tend ici vers l'infini. Donc comme vous pouvez le voir ici, le triangle, ici le carré et le triangle étaient tous les deux la même chose. Alors mais qu'est-ce que cela vous montre? Si votre x tend vers l'infini pour f-1 et donc f-1 tend vers l'infini, alors il en est de même pour son inverse qui est f. Et vice versa. Ils ont le même comportement à l'infini. Donc tout simplement si votre f tend vers triangle, que ce soit une limite finie ou une limite infinie, pour x, que ce soit une borne finie ou une borne infinie, alors la même chose, vous inversez les choses pour f-1. Alors f-1 va tendre vers triangle, que ce soit fini ou infini, et la limite serait donc carré, que ce soit infini ou fini. Voilà donc pour cette observation, et aussi pour l'exemple de limite, et aussi l'exemple de symétrie de fonction f et f-1 par rapport à y égale à x. Donc je pense que ça suffit pour cette séance. On va donc suspendre la séance ici. On continuera la séance prochaine. Et justement pour ne pas rater la séance prochaine, veuillez s'il vous plaît vous abonner et activer la cloche pour ne pas la rater. Et si vous avez aimé, likez et partagez. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.